Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Dans les titres de l'actualité ce soir, investiture du duo de la mouvance présidentielle pour les élections de 2026. Parakou, la ville haute, accueille ce samedi 4 octobre cet événement politique majeur qui mobilise entre autres acteurs les hôtels, les restaurants. Quelles seront les retombées économiques pour la cité des Kobourou et en particulier pour les complexes hôteliers? À l'occasion de cette investiture, à suivre les propos de quelques promoteurs rencontrés. Messe d'action de grâce pour le 4e anniversaire de décès du regretté Nestor Wadayi. Elle est organisée par le cadre de concertation des jeunes CCJ pour rendre hommage aux pères fondateurs de ce regroupement. Ces jeunes ont saisi l'occasion pour également appeler à une mobilisation autour du candidat de la mouvance et sa colistière. Vous aurez les détails dans le journal. Et puis, lancement de la phase 3 du microcrédit à la FIA, ce programme du gouvernement adressé aux femmes et personnes vulnérables passe désormais à un plafond de prêt relevé à 200 000 francs CFA. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi 2 octobre à Parakou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le point à suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le microcrédit à la FIA entre dans une nouvelle phase. La phase 3 de ce programme du gouvernement est désormais opérationnelle, destiné aux femmes et aux personnes vulnérables. Il offre un accompagnement renforcé aux petits entrepreneurs et aux ménages à faible revenu, avec un plafond de prêt relevé à 200 000 francs CFA et une procédure désormais entièrement digitalisée. Le dispositif se veut plus simple, plus rapide et plus transparent. La cérémonie de lancement de cette initiative gouvernementale s'est déroulée ce jeudi 2 octobre dans la ville de Parakou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyfodé. Le point de la cérémonie avec Epiphane Tchabi. Le microcrédit à la FIA phase 3 est désormais opérationnel. Ce programme gouvernemental, conçu pour soutenir les femmes et les personnes vulnérables, marque un nouvel élan dans l'accompagnement des petits entrepreneurs et des ménages à revenus modestes. Avec un plafond de prêt désormais porté à 200 000 francs CFA et une procédure entièrement digitalisée, le microcrédit à la FIA illustre la volonté de l'État de rendre la protection sociale plus accessible, transparente et efficace. D'abord plafonné à 50 000 en 2020, le microcrédit à la FIA a connu en 2022 une nouvelle formule à 100 000 francs. Grâce à cette initiative, le microcrédit à la FIA a permis à plus de 2 millions de Béninois de sortir de la précarité, de disposer de ressources et de développer des activités génératrices de revenus. Le microcrédit à la FIA n'est pas un simple dispositif financier, mesdames et messieurs. C'est un instrument puissant d'inclusion économique, un levier de transformation sociale et surtout porteur d'espoir pour de milliers de femmes et d'hommes. En réduisant les barrières financières et administratives, le gouvernement entend créer un véritable moteur de justice sociale et de développement inclusif. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le microcrédit a été totalement repensé autour de 3 piliers que sont la digitalisation des opérations pour garantir la transparence, réduire les intermédiaires et permettre à chaque bénéficiaire de recevoir directement, en toute discrétion, son financement sur son téléphone. L'allègement des conditions d'accès pour mettre fin au rançonnement et à l'arbitraire qui décourageait tant de femmes entrepreneurs. La dignité retrouvée du bénéficiaire qui peut aujourd'hui utiliser sereinement son crédit pour relancer son activité et soutenir sa famille. Grâce à cette refondation, le microcrédit à la FIA est devenu un instrument puissant de relance de l'économie de base et d'inclusion sociale. Avec cette troisième phase de microcrédit à la FIA, le Bénin franchit ainsi un pas de plus vers un développement durable où la microfinance devient un outil stratégique de progrès social.
Dans l'actualité, on reste à Parakou qui s'apprête pour un événement de taille ce week-end. La cité des Kobourou, comme vous le savez bien, accueille demain, samedi 4 octobre, l'investiture du duo de la mouvance présidentielle pour 2026. Un événement politique de grande envergure qui aura à coup sûr d'énormes retombées économiques pour la ville. Et justement, par rapport à cela, que gagne Parakou et particulièrement les complexes hôteliers, je vous invite à suivre ici quelques acteurs rencontrés par Epiphane Chabi et Socrate à Dantoli. On a vraiment senti une affluence des réservations de part et d'autre. Et ça nous réjouit, très honnêtement. Ça nous réjouit. On souhaiterait que Parakou soit placé au centre des événements au Bénin. Et d'ailleurs, après Cotonou, c'est bien sûr Parakou qui est la première grande ville du Nord. Donc nous avons vraiment soif d'accueillir beaucoup d'événements de ce genre. Parakou n'a jamais eu de ces engouements. Et je profite de cette occasion pour parler des difficultés des hôteliers à Parakou. Puisqu'il n'y a pas d'activité, qu'est-ce que les gens vont venir faire vers Parakou? Si Parakou n'est pas au centre du développement du Bénin, qu'est-ce que les gens vont venir faire? C'est pour dire que 3 mois, 4 mois, même 1 an avant, Parakou n'a jamais connu un événement du genre. Du coup, les hôtels n'ont jamais connu de pareille affluence. Donc, une fois encore, je souhaiterais que de ces événements se produisent à Parakou pour que les hôteliers poussent un ouf de soulagement. Bon, je dirais que l'affluence est au top et tout se passe bien, pour le mieux. Je dirais que toutes les chambres sont prises. Bon, une telle affluence a été connue, ça fait un peu vraiment longtemps, je dirais. Mais on ne peut pas totalement dire qu'au niveau de l'hébergement, on a toujours de la clientèle. Peu importe comment la situation est. Oui, 2 mois passés, on n'a pas eu autant d'affluence. Contrairement à celle-là, je crois que nous sommes au top. Ça a un impact très positif sur nos activités. Nous, si ça pourrait se répéter de temps en temps, pas forcément attendre ces occasions-là. Voilà. Oui, depuis le lundi passé, on a commencé par recevoir des réservations. Tout à l'heure là même, il y a des amis qui m'ont appelé pour dire que les hôtels sont pleins à Parakou. Est-ce que je pourrais leur trouver de chambres? Il y a même d'autres qui vont même loger chez moi à la maison. Autrement dit, les réservations se poursuivent jusqu'à l'heure où je vous parle. Je souhaiterais que Parakou soit inscrit dans le cœur du développement au Bénin. Figurez-vous, Parakou, c'est la première grande ville du Nord. Non seulement les hôteliers ont trouvé leur compte, mais il y a aussi ceux qui font l'entretien qui vont trouver leur compte. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver leur compte à travers cet événement. De sorte que, en pensant à un seul événement à Parakou, c'est la redistribution à plusieurs niveaux qu'on va observer. Que le gouvernement, bien les gouvernements pensent beaucoup plus à Parakou et organiser beaucoup de choses dans la ville de Parakou. 4e anniversaire du décès du regretté Nestor Wadani, l'événement n'est pas passé sous silence au niveau du cadre de concertation des jeunes CCJ. Les membres ont encore une fois rendu hommage au père fondateur de leur regroupement à travers une messe d'action de grâce. La cérémonie a été l'occasion pour ces jeunes de notifier une fois encore leur engagement, puis d'appeler à une mobilisation autour du candidat de la mouvance et sa colistière, Imet Hélène Amoussou, pour plus de détails. 4 ans après le décès de feu Nestor Wadani, le cadre de concertation des jeunes CCJ honore la mémoire de l'illustre disparu. Venu de plusieurs régions du pays, les membres du Creuset ont rallié Zanyanando pour une messe d'action de grâce. Cette occasion de recueillement a une fois encore été saisie pour rappeler quelques qualités du père fondateur de ce regroupement. J'ai retenu que Papa Nestor Wadani est un développeur. Il est animé dans ce sentiment de développement à travers beaucoup de projets. Il était animé par une solidarité, parce que c'est quelqu'un qui aime partager. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir ses semblables en souffrance. Je crois que la vertu doit être cultivée. Et comme il a compris très tôt et a essayé de mettre en place un creuset pour accompagner la jeunesse qui n'est pas reconnue souvent comme assez proche de la vertu,
Je crois que c'est quelque chose qu'il faut perpétuer et que cette idée puisse vivre et survivre. Rendez-vous important au dit des organisateurs, cette cérémonie d'hommage intervient à un moment crucial. Elle sonne donc comme une rencontre de mobilisation et d'invite à la jeunesse en vue de s'unir autour du choix du candidat opéré par la mouvance pour la présidentielle de 2026. Le choix du duo Wadayi-Talata par la majorité présidentielle, en l'occurrence l'UPR et BR, sonne pour nous comme un accomplissement prophétique de la gestion du pouvoir par la jeunesse. Depuis la région Pays à Gonli, nous lançons un appel au peuple béninois en général et à sa jeunesse en particulier, un vibrant appel à se désolidariser de tout acte attentatoire à la paix et à la cohésion sociale. Pour l'unité, la cohésion sociale et la poursuite des actions de développement entamées depuis 2016, le CCJ exhorte les jeunes de toutes les localités à jouer convenablement leur partition. Nous, jeunes CCJ, optons pour la continuité des actions salvatrices du pouvoir de la rupture qui a amorcé un développement durable. Toujours engagés et déterminés à œuvrer pour la construction d'un Bénin fort et moderne, ces jeunes peuvent compter sur l'accompagnement des autorités sages et notables. Beaucoup ont honoré de leur présence à ce rassemblement et n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à l'assistance. Et dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, une rencontre tripartite s'est tenue hier jeudi entre la Cour constitutionnelle, la Sénat et la NEPOL. L'objectif de cette rencontre illustre la volonté des trois institutions de travailler en étroite collaboration pour garantir la régularité du processus électoral. Voici le reportage de Juanita Akpanyonide, présenté ici par Florence Bossa. Pour les préparatifs des élections de 2026, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome et l'Agence nationale d'identification des personnes ont eu une rencontre. Cette séance de travail est marquée par une étape décisive dans la coordination interinstitutionnelle pour garantir des scrutins transparents, inclusifs et apaisés. Si on n'a pas de liste, en réalité, il n'y a pas véritablement d'élection. Si on n'a pas de liste fiable, digne de ce nom, l'élection devient une farce. Et il est important, vu le niveau de responsabilité que nous devons observer, qu'on s'assure que de ce côté-là, les préparatifs sont véritablement en cours et que ça pourra rencontrer les exigences d'une bonne tenue des activités électorales. Nous devons faire, notre part du travail pour que les Béninois puissent évoluer dans la quiétude et que les progrès que nous avons connus au cours de la décennie qui s'expire, puissent se poursuivre. Pour garantir la régularité électorale, ces trois institutions travaillent en étroite collaboration pour préserver la stabilité politique et la cohésion sociale du pays. Dans un tout autre registre, depuis le 28 août 2025, le Conseil économique et social a entamé une tournée nationale de sensibilisation et d'explication sur les lois relatives aux infractions commises à raison de sexe des personnes. À l'étape de Natitengu, pour le compte du département de l'Atakora, c'est la maison des jeunes de la localité qui a servi de cadre à cette séance. Au cours de la rencontre, le président du CES a tout d'abord entretenu les populations sur les tests fondamentaux qui protègent les filles et les femmes en République du Bénin avant de les exhorter à être les ambassadeurs de la santé sexuelle et reproductive. Alassane Harouna pour le compte rendu. Depuis le 28, la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre toutes les infractions commises à raison du sexe des personnes, deux thématiques clés au cœur de cette séance d'imprégnation des lois relatives aux infractions commises en lien avec le sexe des personnes. Une séance initiée par le Conseil économique et social en collaboration avec les ministères de la Santé et des Affaires sociales
et le Royaume des Pays-Bas au profit des populations de Nati Tengo. La santé sexuelle et reproductive est un droit fondamental. Elle ne se limite pas à l'absence de maladies ou de grossesse non désirée. Elle englobe aussi le bien-être physique, mental et social des individus dans leur vie intime et familiale. Garantir ce droit, c'est donner à chaque personne, homme comme femme, jeune comme adulte, la possibilité de s'épanouir, de faire des choix libres et responsables et de contribuer pleinement au développement de notre pays. Dans sa mission de veille et de conseil, l'institution consultative du Bénin s'active à rappeler aux populations que le respect de l'égalité entre les sexes et la protection de la santé sexuelle et reproductive sont des conditions indispensables pour bâtir une société inclusive, juste et solidaire. Nous devons briser les silences et déconstruire les tabous. La sensibilisation, l'éducation et l'accompagnement sont des armes les plus efficaces. Il est urgent de valoriser le rôle des femmes et des hommes comme partenaires égaux dans la construction de la famille et de la nation. Mesdames et messieurs, le Conseil économique et social est dans son rôle et c'est le moment de féliciter et de saluer une fois encore, au nom de Madame le Préfet, qui elle me charge, Monsieur le Président, de vous dire infiniment merci. Et pour amener les populations à mieux s'approprier les textes fondamentaux qui protègent la fille et la femme en République du Bénin, 2 communications ont été données par des experts en la matière. Si la première porte sur des mesures spéciales de répression des infractions liées au sexe, la seconde a mis l'accent sur la santé sexuelle et reproductive. Et dans une démarche participative, les populations vont tour à tour prendre la parole pour exprimer leurs préoccupations. Et à toutes ces préoccupations, des réponses convaincantes du président du CUS ont même poussé les participants à prendre l'engagement solennel d'être désormais des ambassadeurs de la santé sexuelle et reproductive. La police républicaine peut désormais sans grande difficulté retrouver les potentiels auteurs de crimes sur la trace de leurs empreintes digitales. C'est à travers la mise en exploitation officielle par le gouvernement du fichier automatisé des empreintes biométriques. Il intègre un système de reconnaissance d'empreintes digitales et palmaires utilisé à des fins d'identification criminelle. La technologie est lancée dans un cadre sous-régional, celui du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Suivez la cérémonie de lancement qui s'est déroulée mardi dernier à la Direction générale de la police républicaine. Le système de reconnaissance d'empreintes digitales et palmaires du fichier automatisé des empreintes biométriques est un prolongement du projet CIPAO, système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest. Un an après la fin de cette initiative lancée par l'Union européenne entre 2012 et 2024, la technologie est mise en exploitation. À la mise en œuvre, Interpol et la CEDEAO à l'opération dans la dimension de sécurité à l'échelle sous-régionale qui est celle de ce projet. En renforçant la crédibilité des enquêtes policières et judiciaires, ce système contribuera aussi à rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions, condition essentielle pour consolider la CEDEAO des peuples dans la liberté et la démocratie. Depuis un an, Interpol œuvre à vos côtés à rendre complètement opérationnelle la FIS au Bénin et nous avons totale confiance dans l'implication et le professionnalisme largement démontré par les différents utilisateurs ici depuis plus d'un an sur ce projet. Le système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales utilisé à des fins d'identification criminelle permet à la chaîne pénale de confondre les criminels à partir des traces laissées sur les scènes de crime. C'est un passage des systèmes manuels à des systèmes automatiques. La police est reconnaissante et soucieuse d'une meilleure efficacité. Je sais que certains défis, notamment la doctrine d'emploi de la police technique et scientifique et son financement, restent à relever. Je m'y attelle personnellement car l'exploitation efficiente d'un système, d'un AFIS nécessite que les autres maillons de la chaîne criminalistique soit bien huilé. Le 22 juin dernier, l'acte additionnel relatif à la plateforme régionale du CIPAO a été approuvé. Désormais, donc, un cadre juridique stable, solide, formalise les échanges de données et d'informations
entre les services d'application de la loi dans l'ensemble de notre sous-région. La mise en place de notre système complète et nous met au standard de toute la région et peut-être même en avance sur toute la région. La mise en exploitation est couplée avec l'inauguration des locaux rénovés, du service de la police technique et scientifique, bras opérationnel de l'utilisation de cette technologie. Et pour finir, comme vous le voyez sur ces images, le sélectionneur des Guépards du Bénin a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs convoqués pour affronter le Rwanda et le Nigeria dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Face aux hommes des médias, cet après-midi, Guénoro a rendu public une liste de 25 joueurs convoqués pour les 2 derniers matchs en vue pour la sélection nationale au cours de la course qualificative au prochain mondial. Sur la liste, on note l'absence de 3 joueurs qui étaient du dernier regroupement, dont Rachidi Moumini et Rodolfo Aloko, tous 2 blessés, puis le jeune Candace Fiogbe en manque de compétition dans son club. Au-delà de certaines absences, on note également le retour en sélection de 2 joueurs, dont Rodrigue Fassinou et Romaric Amoussou. Par ailleurs, Olatundi Tessilimi, ancien U20 de son côté, signe sa première sélection avec les seniors. Je vous invite à suivre ici un extrait des propos du sélectionneur au cours de cette conférence de presse. Croire que parce que là on se retrouve premier au tableau que nous allons aller à la Coupe du Monde maintenant, c'est fait. Non, on reste humble, on reste modeste. On a eu un coup de chance que l'Afrique du Sud soit sanctionnée. On en profite pour le moment, mais il ne faut pas oublier qu'il nous reste 2 matchs extrêmement difficiles à faire à l'extérieur, à Rwanda et au Nigeria. On va les aborder avec détermination, sérénité, combativité, organisation. On commence à avoir un bloc, on va dire, solide. On n'a pas encaissé de but dans les 2 derniers matchs. Mais à mon goût, on a laissé encore trop d'opportunités à nos adversaires. On doit encore progresser. Il y a de bons attaquants dans ces 2 équipes. Et bon, on va voir. Tout dépend maintenant déjà du prochain match. Si le prochain match est bien négocié, ça va booster tout le monde pour remettre ça à Uyo, quelle que soit la position de l'adversaire. Parce que si le Nigeria gagne son prochain match, eh bien, il pourra aussi prétendre, je pense qu'il va battre le Lesotho, qui est out, qui n'a plus rien à jouer maintenant. Si le Nigeria les bat, le dernier match va être vraiment très chaud. Puisqu'ils peuvent espérer aussi, en nous battant. Il y a aussi le goal average, comme vous avez vu. Les 4 pays peuvent espérer. Donc c'est une situation vraiment très intéressante, passionnante même, comme je ne l'avais jamais vécu dans ma longue carrière de professionnel. Donc il faut rester la tête froide, il faut être enthousiaste, parce qu'on est premier, mais un enthousiasme mesuré. Il ne faut pas avoir trop d'émotions. Quand tu vas sur le terrain et tu es premier et tu roules les mécaniques, là tu vas te faire punir. Non, on va y aller en toute modestie, se baser sur ce qu'on a fait les 2 derniers matchs et essayer, avec nos moyens, qui sont des moyens collectifs avant tout, de faire le mieux possible. Chance donc au Guépard. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout juste après moi à 20h, suivez Wahabalik Para dans l'info continue en compagnie de ses invités Fidèle Prudence Adjibé, juriste et interprète indépendant de langue romane, et le journaliste Armand Videgla. Le débat portera sur une interrogation, l'investiture du duo de la mouvance. Que dira Wadayi à Parakou? Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent début de week-end du côté de Parakou et puis en compagnie des programmes de Canal 3. Béné, au revoir.